Merci Clément. On tente des nouvelles décos, hein. Bonjour à tous. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Surtout celle-là, je suis très content de pouvoir vous la faire puisqu'il s'agit de mon top 10 des films de 2019. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire. Avant de commencer, évidemment, des petits points. Comme d'habitude, c'est subjectif, hein, c'est uniquement mon point de vue. Et le deuxième point, justement, c'est qu'en fait, si vous regardez bien tous les classements que j'ai faits, il n'y a pas vraiment de véritable sens, en fait. C'est un ressenti personnel. Pour mieux vous expliquer, en fait, le truc, là, je vais vous parler des 2 mentions honorables avant de parler de mon top 10. Les 2 mentions en question sont... je les ai mieux vécues que Midsommar, par exemple, alors que ce film est absolument extraordinaire sur plein de plans. Mais j'ai déjà expliqué dans mon mi-flop, mi-top pourquoi j'ai moyennement aimé ce film. D'ailleurs, je vous recommande d'aller le voir. Parmi ces mentions honorables, nous avons Godzilla, le roi des monstres, qui est pour moi le cliché en fait du blockbuster, puisqu'on parle d'un film avec un budget de 175 millions de dollars, ce qui est quand même pas négligeable du tout, faut dire ce qui est, avec des visuels absolument spectaculaires. Je crois que certaines critiques ont parlé de ce film comme étant le plus gros film catastrophe jamais réalisé, et pour cause en fait, tout ce qu'on voit en fait dans ce film, c'est assez impressionnant à regarder. Le scénario est d'un basique, genre vraiment basique, hein. Il n'y a aucun véritable apport, les personnages sont moyennement traités, à part le professeur japonais dont je retiens jamais son nom. Encore une fois, si vous avez envie de voir un bon film un peu catastrophe, surnaturel, je vous recommande Godzilla 2 parce que c'est une très belle expérience et c'est vraiment sympa à regarder. On est vraiment sur du blockbuster à l'état pur. La deuxième mention honorable, ça va être un film qui n'a pas été spécialement apprécié du public. C'est le film Ça, chapitre 2. Alors, ce film, si vous voulez, en fait, il est classé horreur. Quand on y prête réellement attention, il ne fait pas si peur que ça. Et en fait, ça se voit avec un détail tout bête, en fait, c'est les prises de vue. On voit en fait que le réalisateur fait preuve d'une certaine bienveillance, parce qu'en fait, le film ne veut pas faire peur du tout. Alors je dis ça, mais j'ai dormi 3 heures la nuit où je l'ai vu, mais pourtant, croyez-moi que c'est pas un film qui cherche à impressionner le public, bien au contraire. En fait, l'exemple que j'ai, je vais vous spoiler une scène, mais je vous assure que ça ne vous spoilera pas l'intrigue. Il y a cette scène, en fait, où on voit Richie, enfant, qui s'assoit sur un banc, et en fait on voit un travelling où on le voit s'asseoir. Il est assis en bas à droite, et en haut à gauche on voit la statue du bûcheron au milieu de la ville, qui est posée en fait, et ça reste facile 2 secondes sur ce plan-là. Et en fait, on comprend que les secondes qui vont suivre, ça va être cette même statue qui va l'attaquer. C'est ça à plusieurs reprises. Le film se moque des codes de l'horreur, sans mauvais jeu de mots, excusez-moi, hein, de ses principes, en fait, de ses visuels, de ses prises de vue assez spécifiques, et même de ses clichés, pour en faire quelque chose d'assez marrant, en fait, quand on regarde. Pour ceux qui ont vu le film, je repense à la scène où on voit le petit chien. En fait, on voit venir le truc à des kilomètres, et en fait, ça rend la scène marrante, plus marrante que effrayante. C'est bien adapté, ça reprend bien l'univers. Juste la fin, moi, qui m'a posé problème. C'est absolument pas ce qu'il y a dans le livre, et ça me gêne un petit peu. Il y en a qui se plaignent que le film soit trop long. J'ai trouvé ça assez légitime. Je pense qu'il faut un certain temps pour adapter un univers à la Stephen King. Je vous rappelle que le Kubrick, là, Shining, de Stanley Kubrick, en fait, il a vraiment pris son temps pour installer le contexte, à juste titre. Il s'agit d'une adaptation de Stephen King, et que pour cela, il faut poser l'atmosphère. Voilà, à partir de maintenant, on va passer à mon top 10. En numéro 10, John Wick Parabellum. Excommunicado in effect in 3, 2, 1. Alors, John Wick Parabellum, c'est la suite donc évidemment du John Wick 2. À la fin du John Wick 2, je me suis dit le 3, ça va être le bordel, mais vraiment le bordel. Et en fait, quand je suis allé voir John Wick Parabellum, je me suis dit ça a été encore plus le bordel que ce que je pensais. John Wick, en fait, c'est le renouveau du badass. Dans les années 90, on avait Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, on avait Bruce Willis qui incarnait en fait ces espèces de personnages badass, entre guillemets des purs bonhommes. Et ben dans les années 2010, je considère que John Wick renouvelle la notion de badass grâce à Keanu Reeves, en fait, qui propose une performance vraiment cool en fait du personnage. C'est un film d'action, ça bouge bien, les chorégraphies sont incroyables. C'est vrai que celui-ci est une véritable claque, à tel point qu'on peut se demander s'il n'est pas meilleur que le premier, qui était déjà vraiment très très bien. Et ce qui me plaît le plus dans ce film, c'est surtout que on a un univers autour du Continental qui est créé. En fait, c'est vraiment un truc complet qui est créé, une espèce de société un peu en off de notre société actuelle. J'ai trouvé ça assez cool. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il est très sympa. Évidemment, allez voir les 2 autres avant, mais celui-ci est vraiment cool. En numéro 9, Toy Story 4. Un jouet, chapeau, ne renonce jamais. Alors, Toy Story 4.
Je préfère vous le dire tout de suite, je suis pro Pixar et je déteste DreamWorks. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais ça a permis Minority Report, j'en ai rien à foutre, sachez-le. Je supporte pas DreamWorks. Et j'adore Pixar. 2 ans avant, Coco était sorti et c'est un film qui m'a fait pleurer. Toy Story 4 m'a véhiculé beaucoup d'émotions. Ça m'a touché, ça m'a ébloui parce que c'est un très très beau film d'animation. Et surtout, il m'a beaucoup fait rire. Je n'ai jamais autant ri devant un film d'animation et ce grâce à ces deux personnages, Ducky et Bunny. J'ai énuméré 3 raisons expliquant pourquoi ce film d'animation est un vrai régal. Dans un premier temps, en fait, ce sont les détails sur les chara-design des personnages. En effet, quand on fait bien attention, on voit qu'il y a un sens du détail qui est très minutieux, à tel point qu'on peut même voir en fait la texture des jouets. Pixar a vraiment passé un cap en termes d'animation. Pixar a pour moi une longueur d'avance, et ça se voit dans ce film. Le deuxième point, c'est sur le plan visuel. Alors, je parle pas esthétiquement de comment sont faits les personnages et leur chara-design, c'est juste comment c'est tourné en fait. C'est très beau à voir, c'est très bien travaillé. Je pense notamment à la scène où on voit la petite Bonnie en train de créer le jouet fourchette. Cette façon, en fait, cette espèce de travelling rotatif qui se fait pendant qu'elle crée son petit jouet, c'est très beau à voir, ça fait plaisir. En fait, c'est un moment artistique en fait que Pixar nous propose et que moi, personnellement, je n'avais pas ressenti depuis Toy Story 2. Et la troisième raison pour laquelle ce film est un régal, c'est le discours qu'il tient. Pixar a ce truc que les autres, que les concurrents, si je puis dire, n'ont pas. C'est l'aspect pédagogique et ludique que tous les films qu'ils ont nous proposent en fait. Ce film cible les enfants et traite de manière ludique le sujet de l'indépendance. Ça se voit en fait, comment dire, par la façon dont Woody est traité, parce qu'en fait, Woody est vraiment au premier plan, mais genre au premier plan, à tel point que Buzz et Jessie et tous les autres sont mis un peu au second plan. Il y en a qui se sont beaucoup plaints de ça, moi le premier, mais avec le recul, je me suis rendu compte que c'était évident en fait. Woody avait besoin d'être au premier plan pour permettre à son personnage de se développer et d'avoir une conclusion à la fois surprenante, parce que c'est touchant, mais aussi évidente. Et il est arrivé à un stade de son traitement de personnage où il a besoin d'une certaine forme d'indépendance, et c'est de ça dont traite le film. Ça se voit aussi avec la fermière. Quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau des affiches, je me suis dit, s'ils en font une espèce de féministe qui crève l'écran, ça va me saouler parce que la fermière, c'est exactement tout l'inverse. Mais au contraire, ça a été très bien amené et je trouve que c'est un des meilleurs personnages qu'ils ont proposé dans cet épisode, et je crois même dans toute la saga. Je trouve qu'elle fait honneur à la jante féminine. Le personnage le fait très très bien, donc la fermière, moi je dis bravo à ce que vous en avez fait. Alors petite précision, ce qui m'a impressionné dans ce film, c'est que la première scène me coupe le souffle. Voilà. On voit qu'ils vont aller dans une direction qui est assez inattendue, parce que, faut pas se mentir, les 3 premiers sont assez fun. Là, celui-ci est quand même un peu plus sérieux. Je pense qu'ils ont compris que les premiers fans de Pixar ont grandi, donc ils ont pensé à nous, mais tout en ciblant la nouvelle génération. Donc allez voir Toy Story 4, c'est un vrai régal. J'en suis même arrivé à me demander s'il n'était pas mieux que le premier. En 8e position, Portrait de la jeune fille en feu. Alors ce film, je ne le conseille pas à tout le monde, parce qu'on est sur une œuvre contemplative. Je pense que ce film cible les cinéphiles, mais plus exactement les adeptes de la littérature, parce que ce film a une tournure vachement contemplative, très posée. En fait, j'ai eu l'impression, en voyant ce film, de lire un bouquin de Émile Zola. Émile Zola était connu pour ses longues descriptions, notamment dans l'Assommoir où il propose des descriptions de personnages très très longues. Bah là c'est pareil en fait, il y a ces gros plans en fait sur les robes ou sur les visages en fait. On comprend que le réalisateur veut nous montrer en fait ces petits éléments pour qu'on s'intéresse au personnage, parce que c'est ce qui se passe. Le film a pour moi ce que certains pourraient considérer comme un défaut, mais qui pour moi est une énorme qualité, c'est qu'en fait les 3/4 du film, c'est une mise en place en fait. Une mise en place pour un dernier quart qui est absolument magnifique à voir. Et c'est pour cette raison que je recommanderais ce film pour ces personnes qui pourraient être patientes. Parce que le début est assez long à installer. Les dialogues sont assez lourds parce que c'est à la fois léger et très abstrait. Quand on arrive à la fin, on comprend où ça veut aller. Et on se dit mais c'est très très beau. Adèle Haenel, ou Haenel, je ne sais plus comment ça se prononce. Moi elle me régale. Et pareil pour Noémie Merlan qui joue de manière absolument folle. Comme quoi, dans les films français, on peut avoir quelques pépites. En numéro 7, Avengers Endgame.
Je suis désolé, j'étais obligé de le mettre dans mon top 10. C'est totalement subjectif. C'est ma manière de leur dire merci. Merci à Marvel et merci, excusez-moi de le dire, mais merci à Disney d'avoir permis ce Marvel Cinematic Universe. Ce film n'avait pas pour but d'être le grand final du MCU avec genre 2 heures et demie de guerre ou d'action improbable. Je pense que ce film, s'il a pris cette tournure, c'est légitime en fait parce que c'était le moment de nous dire merci de nous avoir suivis pendant 11 ans et moi j'ai envie de leur dire merci de m'avoir accompagné pendant 11 ans de ma vie avec des films discutables mais qui m'ont accompagné dans ma vie. C'est légitime qu'ils prennent cette direction d'abord un peu posée, voulant rendre hommage en fait à tout ce qu'ils ont fait auparavant, qui se termine avec une scène absolument formidable. Il y en a qui se sont beaucoup plaints de certains éléments que je trouve un peu stupides en fait. Si vous n'avez pas aimé le film, bon c'est votre droit, il n'y a pas de souci, mais relevez certains détails que vous n'êtes pas capable d'expliquer. Moi je trouve ça bête, je pense notamment, je vais spoiler mais si vous n'avez pas vu le film, là pour le coup je suis désolé mais c'est votre problème. Dans le cas de Thor, où on le voit quasi obèse, à boire de la bière, il y en a qui vont dire que ouais ils n'ont pas respecté Thor, je sais pas quoi. Au fur et à mesure des films, on le voit perdre sa mère, son père, son marteau, Loki, on le voit perdre face à sa sœur, on le voit perdre son royaume, il perd face à Thanos, et pour finir, il n'empêche pas Thanos de claquer des doigts, ce qui fait qu'il se sent responsable et coupable de cette catastrophe qui se passe à la fin d'Infinity War. C'est évident qu'il finisse dans cet état. Alors il y en a qui vont me répondre « Ouais, mais c'est un dieu ». C'est quand même marrant parce que parmi ces personnes qui vont penser ça, en 2012, c'était les premiers à dire « Ouais, mais Thor, il est un peu cheaté ». Donc à un moment, il faut peut-être savoir ce que vous voulez. C'est pour moi un des personnages qui a été le mieux traité dans toute la franchise. Et pareil pour Captain America, il est digne du marteau. Et de loin, il y a trop d'indices dans toute la franchise, dans toute la saga, on le voit, c'est évident qu'il mérite ce marteau, et de toute façon, moi, ce qui me rassure, je suis un peu comme ça, il y a ce côté un petit peu conservateur vis-à-vis des comics, mais c'est qu'en fait, même dans les comics, il arrive à prendre le marteau. Donc à partir de là, ça me pose pas vraiment de problème. Et quand bien même, s'ils l'avaient décidé par eux-mêmes de choisir que Captain méritait le marteau, bah, c'est légitime. Tout au long de la saga, encore une fois, il est méritant, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, vous avez été spoilé, je suis désolé, mais voilà, il méritait d'être dans mon top 10 et de loin. En numéro 6, Green Book. What other experience do you have? Public relations. Green Book, c'est le film qui aurait dû s'appeler Comment parler du racisme sans passer par le misérabilisme. Ce film fait du bien, j'avais peur au début, parce que je me suis dit, ouais, ça va parler du racisme, donc ça va commencer à traiter des sujets un peu contestataires et prendre parti. Eh bien, pas du tout. C'est très très bien amené, c'est une histoire vraie en plus. Comme quoi, c'est un biopic, mais j'ai aimé. Ce qui m'a plu en fait avec ce film, même si c'est une histoire vraie, c'est qu'en fait, le personnage principal, donc Tony, donc le chauffeur de... je sais plus comment il s'appelle, je m'en souviens plus, je vais le noter là. En fait, c'est un personnage, on va dire ce qui est, c'est un personnage qui est con, qui est un peu naïf, un peu tricheur, un peu maladroit, mais ça le rend attachant parce que quand il s'agit des scènes où il se passe un truc un peu raciste, lui il est un peu démuni, genre mais pourquoi lui il a pas le droit à ça, ou pourquoi il a pas accès à ça, parce que pour lui c'est évident que ce monsieur qui l'accompagne, qui est noir de peau, ait les mêmes droits que n'importe qui. Et c'est ce qui fait que ce personnage est attachant, et c'est ce qui fait que l'histoire est vraiment belle, parce qu'on a un mec, un artiste noir, qui a vécu le racisme et qui en est marqué. Et d'un autre côté, on a un gars qui fait sa vie, il calcule pas la couleur de peau ou l'ethnie. Et en fait, ça fait un mélange qui est vraiment intéressant. On voit en fait les conséquences du racisme, en tout cas à l'époque, et c'est touchant. On n'est pas dans cette espèce de truc qui veut donner de la pitié. En fait, c'est très beau. Il y a une scène en fait où on se rend pas compte. On fait une démonstration de racisme inconsciemment, et c'est très fort à regarder. Le final est très beau, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur, donc je vous recommande d'aller le voir. En numéro 5, Le Daim. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Quentin Dupieux. Si vous ne connaissez pas ce réalisateur, je vous recommande à peu près... Non, toute sa filmographie qui est dinguissime. Quentin Dupieux est pour moi le meilleur réalisateur français du 21e siècle, si ce n'est pas de tous les temps, si on ne tient pas compte des Jean Renoir, etc. Et ne venez pas me parler de Luc Besson ou je ne sais quel réal français. Quentin Dupieux est à des années-lumière de ce qui se fait en France. À juste titre, parce qu'il a commencé aux États-Unis avec les Rubber, les Rom Cops, etc. Il a fait un peu l'intermédiaire avec la France, avec Réalité, qui est un de mes films préférés, dont je risque de vous parler dans mes prochaines vidéos. Et là, il arrive en France avec Au Poste, et justement, Le Daim. J'ai vu certains youtubeurs critiques cinéma dire de ce film, ouais, alors Quentin Dupieux, c'est un univers un peu bizarre.
c'est pas bizarre. C'est loin d'être bizarre, bien au contraire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les repères spatio-temporels et scénaristiques qu'on connaît tous que ce film est bizarre. Dans tous les films de Quentin Dupieux, on ne retrouve pas le schéma classique, situation initiale, élément déclencheur, péripétie, climax. C'est pas du tout ça. Dans le film Le Dain, un peu plus quand même, le scénario fait que plus on avance dans le film, plus le scénario se découle un petit peu, et c'est ce qui fait la force du film en fait. Il prend une direction, et à un moment donné, ça prend un sens assez inattendu, et c'est ce qui fait toute la force de la filmographie de Quentin Dupieux. Le Dain n'en fait pas exception. Jean Dujardin est très très bon dans ce film, et encore une fois, Adèle Haenel ou Hanel, je sais toujours pas comment ça se prononce, me régale. Cette année, elle m'a fait rêver. Hein. C'est assez déroutant, mais c'est une belle expérience à vivre. En numéro 4, Us. Zora, put your shoes on. Jordan Peele. Ce réalisateur, je garde un œil sur lui parce qu'il est très très bon. Il a réalisé mon coup de cœur de 2017, Get Out, hein, tout simplement. Petit passage, ce film ne traite pas du racisme. On arrête avec ça. Ça parle du racialisme, ce n'est pas la même chose. Google, hein, j'ai pas envie d'expliquer, j'ai trop la flemme, on n'a pas le temps. Jordan Peele démocratise un genre qui me plaît beaucoup. Ce sont des films à ambiance horrifique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des films d'horreur, ce sont des films qui posent un truc un peu angoissant, flippant, mais sans pour autant faire excessivement peur. Et bien Us, c'est encore ça. Us, en fait, prend une direction qui est intéressante. Pour vous faire un très simple synopsis, c'est une famille qui se dirige vers leur maison de vacances, je crois, et en fait, ils voient face à leur porte d'entrée, 4 personnes parfaitement identiques, vêtues d'un costume rouge en fait, et ces personnes-là vont tenter de les assassiner. Donc c'est assez surprenant, mais quand on avance dans le film, on comprend de quoi ça veut parler. Ça ne parle ni plus ni moins que du combat contre soi-même, hein, c'est le sujet de ce film, et c'est ce qui le rend puissant en fait, dans sa narration, puissant dans ce qu'il propose. Ça surprend, ça fait rire par moments, c'est très contestataire. Ça prend un peu parti par moment. Allez voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un véritable régal. En numéro 3, Once Upon a Time in Hollywood. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Come, you Nazi bastards! Le 9e Tarantino. Voilà. Le 9e film de Tarantino, qui a pas mal divisé. Je peux comprendre. Quand je l'ai vu une première fois, j'étais assez mitigé parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, c'est une évidence. En fait, fallait pas s'attendre à un scénario à la Quentin. Fallait s'attendre à quelque chose un peu plus bilan, en fait, si je puis dire. Ce film est un bilan du cinéma de Tarantino et de tous ses centres d'intérêt. Il nous fait vivre les années 70, qui est, si on l'a bien compris en fait à travers ses films, une période qu'il a beaucoup aimée, qu'il a beaucoup chérie. On y retrouve ce qu'il aime, en l'occurrence du cinéma à l'ancienne. Il nous propose des très beaux dialogues et ses prises de vue qui sont vraiment les siennes, les prises de vue tarantinesques. Là où je vais être d'accord avec certains, c'est tout ce qui se passe autour de Sharon Tate, parce qu'il y a un moment où on va la retrouver au cinéma, et en fait il se passe rien en fait. Au début j'avais pas compris pourquoi il y avait cette scène en fait, pourquoi ce personnage était présent, pourquoi Sharon Tate était là. Et en fait je me suis renseigné un petit peu plus en fait. J'ai Google Sharon Tate parce que bon j'avoue je ne la connaissais pas spécialement. Et je me suis rendu compte en fait finalement ce film, enfin surtout la fin, est d'une tristesse assez violente parce que en fait il nous propose un film un peu feel good avec un final qui est assez surprenant, qui est vraiment très Tarantino, hein. Il même fait un peu rire parce que c'est un peu exagéré. Mais quand on y prête attention c'est triste. Pour ceux qui ne le savent pas, la fin du film en fait, si on sait ce qui se passe, cette scène finale se passe quelques minutes avant le meurtre de Sharon Tate, de ses amis, par Charles Manson. C'est ce qui fait que ce film, quand on le regarde, on se dit « Ah, on n'est pas totalement joyeux parce qu'on sait ce qui va se passer après. » Même si c'est une réalité alternative, on sait ce qui devrait se passer normalement. Donc ce film, c'est pour moi du grand cinéma. Allez le voir. C'est pas aussi hardcore qu'un Pulp Fiction ou un Reservoir Dogs, mais justement, heureusement, ce film c'est le bilan un peu de Tarantino, sachant qu'il y a le 10e qui sort, Kill Bill volume 3, que j'attends avec impatience, mais il faudra attendre au moins 3 ans. En numéro 2, Parasite. Parasite, réalisé par Bong Joon-ho, un de mes réalisateurs préférés, et une belle découverte, parce que je ne le connaissais pas avant 2018, un truc comme ça. Parasite
Et même comme la plupart des films de ce même réalisateur, c'est un film qui traite de la lutte des classes sociales. Et c'est pour moi celui qui le fait le mieux. Hein. On l'a vu dans The Host, on l'a vu dans Snowpiercer, qui est un de mes films préférés, que je vous recommande. On le retrouve encore dans Parasite. C'est un film qui, sur le plan émotionnel, m'a attribué quelque chose d'assez spécial. J'ai autant ri que j'ai été choqué, en fait. C'est assez particulier comme sentiment. Je vous le recommande, parce que ça traite d'un sujet, en fait, qui existe, en fait, dans ce monde. Et ça fait du bien à voir. En fait, ce film parle en gros des espèces d'inégalités entre les classes, et c'est assez violent. Bong Joon-ho, il utilise une technique qui est très très efficace, c'est le travelling vertical. La famille de classe un peu plus basse, les Kitaek, je crois que ça se prononce, c'est pas difficile, ils vivent en bas de la ville, et les Park vivent tout en haut. Donc pour faire des scènes un peu transitoires entre la famille Park et la famille Kitaek, eh ben c'est le travelling vertical qui est utilisé. Et c'est pas utilisé qu'à ce moment-là, c'est utilisé à de nombreuses reprises pour vraiment illustrer ce contraste. Et je trouve que ça relève du génie, en fait, cette technique. Parce que c'est pas flagrant. Quand on le remarque, on se dit, ouais, ça relève du génie. Il y a un truc dont il fallait parler sur ce film. Est-ce qu'il mérite la Palme d'Or ? Oui et non. Oui, parce que, en fait, depuis quelques années, la Palme d'Or, ainsi que d'autres festivals, attribuent des prix à des films que moi j'estime surcotés ou tout simplement non méritants. Pour moi, il y a des films qui n'ont absolument aucun mérite là-dessus. Et puis, il y a des films, c'est là où ça va me poser problème, qui vont être là au bon moment, sur le plan social. Je pense notamment à La vie d'Adèle, qui pour moi ne mérite son prix que parce que il est arrivé au bon moment. Et non parce que je pense qu'il y a eu mieux dans l'année, sachant que je ne les ai pas tous vus. J'ai raté Le Mans 66, j'ai raté Les Misérables, et puis de toute façon, ce film n'est pas meilleur que mon numéro 1, qui est... Eh ben je vais pas vous le dire, tout simplement. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, qui sera mon top de la décennie. Je pense que vous en doutez un petit peu, hein, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne. Mais va falloir être un petit peu patient, mais pas trop, je vous rassure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, c'est absolument fabuleux, comme d'habitude. Au moment où je vous parle, on a une page Instagram. Là-dedans, vous y retrouvez toutes les actualités de la chaîne. On a refait les identités visuelles, encore une fois, merci Clément. Merci à tous mes proches qui m'ont aidé pour réaliser l'identité visuelle, hein, ils se reconnaîtront. Hein. Portez-vous bien, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très vite. A plus tard, ciao.